BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invitée politique suivante, c'est Valérie Glatini, ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ministre en charge de l'enseignement supérieur. On va en parler tout de suite. Et des sports, on en parlera en fin d'interview. On commence par l'enseignement supérieur. Valérie Glatini, ça va être la rentrée la semaine prochaine pour les étudiants dans les universités, dans les hautes écoles. Ils doivent s'attendre à quoi? On leur avait promis un retour en présentiel. Est-ce qu'on va tenir la promesse? Promesse tenue, en effet, en raison de la progression de la vaccination. Donc, il y aura en effet une rentrée en 100% présentiel. C'était très attendu. Avec le masque toutefois, et on évaluera la mesure du masque 15 jours plus tard, mais pour raison de prudence, avec le port du masque, avec également un point d'attention particulier pour l'aération. Ça veut dire que tout le monde rentre en présentiel ou il pourrait quand même y avoir des exceptions? J'ai cru comprendre quand même que les établissements avaient une certaine autonomie, voire parfois même les professeurs. Tous les établissements peuvent faire du 100% présentiel. Il y a évidemment, comme toujours, l'un ou l'autre établissement qui a l'une ou l'autre activité qui se fait, par exemple, un cours qui peut être accompagné d'une vidéo, mais ça se faisait déjà avant. Mais donc, le message qui est envoyé, c'est qu'on retourne à la situation d'avant l'épidémie avec la possibilité de faire du 100% présentiel. Voilà, mais on conserve bien le masque et on est prié d'observer un certain nombre de gestes barrières, les distances quand c'est possible, par exemple, j'imagine. Est-ce qu'il y aura de la vaccination dans les hautes écoles ou dans les universités à Bruxelles? On sait que ça va être le cas dans certaines universités en Wallonie, ça a déjà été annoncé. Est-ce que vous avez des contacts avec la COCOM à Bruxelles pour que ce soit le cas également en région bruxelloise? Oui, les contacts sont très réguliers et il y aura en effet le Vaccibus sur le site de l'ULB et une antenne permanente sur le campus de Solbosch. Donc il y a évidemment un point d'attention particulier à Bruxelles puisqu'on sait qu'on n'a pas les mêmes taux de vaccination pour les jeunes, en particulier les jeunes de 18-24 ans. Donc il y a une campagne que nous avons relayée au secteur estudiantin, mais également au secteur jeunesse, pour que les jeunes puissent en effet se faire vacciner. Et il y aura cette stratégie de proximité et ce geste envers les étudiants pour que le vaccin, quelque part, vienne à eux. Donc antenne sur le site du Solbosch dès la rentrée ou dans les semaines qui suivent? Tout à fait. Le Vaccibus est déjà d'actualité. Oui. Et puis il y aura une antenne permanente pour la rentrée sur le campus du Solbosch. Ce Vaccibus, il pourra aussi faire le tour des hautes écoles ensuite ou pas? Donc c'est l'objectif en effet. On a une réunion avec la COCOM pour essayer d'amener le vaccin dans le plus d'endroits possible pour que les étudiants puissent y avoir accès. Voilà, la COCOM, c'est la commission communautaire commune qui est le bras armé de la région bruxelloise pour la gestion de la crise sanitaire. Il faut parfois qu'on le rappelle, même si on utilise le terme tous les jours. Il faut une grosse campagne d'information. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a quand même certains étudiants qui soient réticents à la vaccination? Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps de les documenter, de les informer suffisamment? Mais je pense que chez les étudiants, on voit quand même un taux d'adhésion assez élevé. Maintenant, tout le monde n'a pas la même capacité à comprendre des pourcentages, par exemple. Quand on évoque les risques liés à la vaccination, ils sont évidemment extrêmement faibles, mais quand on a un pourcentage, tout le monde n'appréhende pas les pourcentages de la même façon. Il y a un terme, je pense, qui reflète cette réalité, c'est la littératie médicale. Donc tout le monde n'a pas les mêmes compétences pour appréhender les risques et les avantages. Et donc il faut rappeler qu'il faut s'orienter vers des sources fiables lorsqu'on cherche de l'information sur les vaccins. Et donc je pense que quand on entame un cursus dans l'enseignement supérieur, c'est précisément pour développer un esprit critique. Et donc il faut encourager les étudiants à aller chercher l'information sur des sites dont les sources sont vérifiées, et notamment par exemple le site info-coronavirus.be où vous avez des questions-réponses qui vous expliquent très précisément quels sont les avantages de la vaccination. Et c'est cette vaccination qui nous permet, ce taux de vaccination positif en Belgique, qui nous permet cette rentrée en 100% présentiel. Donc j'encourage fortement les étudiants à faire le pas de s'informer correctement et puis en tout cas auprès de sources fiables et puis également de pouvoir faire la démarche d'aller se faire vacciner puisque cette fois-ci le vaccin viendra à eux. Alors ça c'est donc la rentrée de cette année à partir du 14 septembre. Je voudrais qu'on évoque la rentrée suivante. Ce sera celle de 2022 parce que c'est la rentrée à partir de laquelle, si je ne me trompe pas, s'appliquera le décret paysage. Il est passé en deuxième lecture, je pense, il y a quelques jours au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'idée, c'est d'essayer de réorienter plus rapidement les étudiants qui sont en difficulté. Et pour ça, on va leur imposer de bien avoir réussi 60 crédits pour passer de la première à la deuxième année et aussi de réussir cette première année en 2 ans maximum. Elle fait couler toujours beaucoup d'encre et elle suscite toujours beaucoup de réactions, cette réforme. Vous comprenez pourquoi ?
Je pense qu'on a entendu l'appel des établissements, des professeurs, des parents, des étudiants qui ont constaté qu'il y avait un allongement des études. Et cet allongement des études, il touchait directement les plus précaires. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui peut soutenir l'étudiant pendant 10, 12 ans à la place de 5 ans. Donc c'était une réforme qui était, je pense, nécessaire parce qu'on avait des chiffres qui indiquaient que les étudiants les plus fragiles, notamment les étudiants boursiers, réussissaient moins bien sous le décret paysage que sous le décret précédent. Mais ça donne un aspect de couperet, c'est-à-dire qu'il faut effectivement 60 crédits pour passer en deuxième année et il faut, si je ne me trompe pas, 5 ans pour décrocher son diplôme de bachelier. Mais je pense qu'il faut rappeler la réalité des faits. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire que la réussite, ce n'est pas 45 crédits sur 60, mais c'est 60. On a en effet 2 ans pour réussir ces 60 premiers crédits. Si on n'y arrive pas et qu'on a réussi les 50 premiers crédits, il reste 10 crédits qui peuvent être inscrits en troisième année sur base de l'avis du jury. Donc il y a toute une série d'assouplissements qui sont prévus, comme par exemple aussi donc le bachelier, on doit le faire en 5 ans. Bachelier qui normalement 3 ans, on peut le faire en 5 ans. 6 ans si on choisit de se réorienter. L'idée étant de permettre à un étudiant qui s'est trompé, tout le monde a le droit de se tromper et nous ne souhaitons évidemment pas supprimer cette possibilité, de pouvoir se réorienter. En parallèle, il y a également des aides à la réussite. Vous savez qu'on donne 83 millions par an pour des aides à la réussite. On s'est rendu compte que ces aides à la réussite n'étaient souvent pas utilisées par les étudiants qui en avaient le plus besoin. On va augmenter ces montants à 89 millions d'euros, donc plus 6 millions, qui devront aller, ces 6 millions supplémentaires, aux étudiants de Bac 1, parce qu'on sait que c'est ceux-là qui ont le plus de difficultés à franchir la marche qui est parfois trop élevée entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur. Et je pense que c'est une réforme qui fait du sens par rapport à la problématique de l'allongement des études et qui a été du reste saluée par les autorités académiques. Ouais, on signale aussi que ceux qui ont réussi 45 crédits, donc pas les 60 mais déjà 45, ont le droit aussi de commencer à suivre les cours de la deuxième année. Qu'est-ce que vous répondez malgré tout à la FEF, la Fédération des étudiants francophones, dont on avait le nouveau président hier dans ce studio et qui dit: malgré tout, c'est une réforme qui est injuste socialement parce que ceux qui ont du mal, c'est ceux qui doivent travailler pour financer leurs études et donc c'est une réforme qui est socialement injuste. Je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est travailler en parallèle sur d'autres mesures et nous le faisons. Nous sommes en train de refinancer les subsides sociaux pour les mettre à égalité entre les hautes écoles et les universités. Nous travaillons également sur la réforme des allocations d'études. Et puis c'est vrai qu'on s'attaque à une des causes structurelles de la précarité étudiante, c'est l'allongement de la durée des études. C'est mécanique. Si vous faites beaucoup plus d'années pour décrocher votre diplôme, eh bien, vous allez avoir besoin de davantage de moyens. Ce que vous demandez aux étudiants, c'est de s'attaquer aussi au coût des études. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que je dis que nous travaillons sur les allocations d'études et nous travaillons sur les subsides sociaux. Donc c'est une réforme qui est menée, ce sont deux réformes qui sont menées en parallèle. Mais je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a un très grand nombre d'étudiants qui quittent l'enseignement supérieur après un très grand nombre d'années passées dans l'enseignement supérieur sans jamais avoir obtenu un diplôme. Et on s'est rendu compte que le décret paysage qui voulait permettre à un étudiant de progresser à son rythme jusqu'à la diplomation, on espérait que ça allait encourager la réussite des étudiants les plus fragiles. Ça ne s'est pas confirmé dans les faits et il y a une baisse de la réussite des étudiants boursiers dans les temps de 19% à 14%. Donc c'est très important de faire cette réforme qui est une réforme authentiquement sociale. Alors, je voudrais qu'on change de casquette et qu'on s'adresse à Valérie Glatini, ministre de la Jeunesse et des Sports également. Bilan des Jeux Olympiques pour la Belgique, il est bon, et notamment pour les francophones ? Oui, je pense qu'on a vu dans les 3 médailles d'or, par exemple, on a évidemment une flamande, Nina Derwal, une francophone, Nafi Thiam, et puis alors nos hockeyeurs qui sont une équipe mixte et qui ont chanté la Brabançonne dans les 2 langues. Donc je pense que c'est un très bon bilan et qui signe l'engagement des communautés à financer notamment le COIB avec le projet Bigold. Et donc je pense qu'on peut on peut toujours mieux faire, bien évidemment, mais je pense que le pari a été relevé. Ce qu'il conviendra de faire, c'est de continuer nos investissements dans le sport de haut niveau, mais également dans le sport amateur, puisqu'on sait que c'est la base de la pyramide sportive. Il faudra notamment aider les fédérations à faire de la détection de jeunes talents, et donc il y a des moyens supplémentaires qui sont prévus. Pour l'instant, il y a 3,6 millions d'euros qui seront donnés pour vraiment aider les fédérations. Pour l'instant, il y a un plan foot, vous le savez, qui existe déjà, 1,2 million d'euros. Il y aura des moyens supplémentaires qui seront prévus, donc le même montant pour également d'autres disciplines sportives, pour que d'autres disciplines que le foot puissent aussi être soutenues dans leur plan de détection jeunes talents. Une médaille d'or Jeux Olympiques et une médaille d'or Paralympique, ça a la même valeur ?
À mes yeux, oui. Ouais, On sait pourtant, que... c'est pas les mêmes primes pour les sportifs. Alors évidemment, on sait que les primes, ça ne dépend pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais au niveau de nos contrats sportifs de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons exactement les mêmes montants. Et donc l'objectif, c'est vraiment de signaler qu'un sportif paralympique ou un sportif au JO a la même valeur sociétale, évidemment. Quand on voit le rôle modèle que peuvent jouer des athlètes porteurs de handicap, et je pense à Piotr Van Montagu, par exemple, ou à Michel Georges en équitation, ils vont avoir quelque part, c'est un retour sur investissement de notre investissement public très important parce qu'ils vont drainer vers la pratique sportive un grand nombre de gens et puis tout simplement ils nous font rêver et ils nous aident à développer une société plus inclusive. Toute dernière question, Valérie Glatini, il nous reste quelques secondes. Covid Safety Ticket, probablement d'application à partir du 1er octobre en région bruxelloise pour tous ceux qui ont plus de 16 ans et notamment dans les salles de sport. Ça vous semble une mesure juste et inévitable ou on aurait pu s'en passer? J'aurais préféré qu'on puisse s'en passer, que la vaccination chez les jeunes puisse progresser plus rapidement, mais bon, il n'est pas trop tard. Donc je pense que ce qu'il convient de faire maintenant, c'est encourager la vaccination parmi les jeunes. Et donc cette politique, cette stratégie de proximité pour la vaccination me semble la bonne. Et il faudra être évidemment attentif, si on met en place ce Covid Safety Ticket dans les salles de sport, par exemple, aux conséquences pratiques. J'imagine un sportif qui réside en région wallonne, qui vient pour un championnat dans une salle de sport à Bruxelles, il faudra avoir une action de communication et idéalement les mêmes mesures dans les différentes régions. Ça dépend évidemment des régions et pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'il faudra et donc je sais qu'il y a déjà des contacts, que nous puissions être associés pour éviter tout effet pervers pour les sportifs. Merci beaucoup Valérie Merci Glatini, ministre des Sports et de l'Enseignement supérieur, d'avoir été notre invitée autour